Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du film Le Dain que m'a conseillé Jude Melon, voilà, que j'ai donc rattrapé. D'habitude, Jean Dujardin, je ne l'apprécie pas trop dans son jeu d'acteur. Mais là, rien à redire, c'était parfait. Alors déjà, pourquoi? Eh bien, je n'aime pas vraiment Dujardin parce que je vous avoue que je l'ai découvert avec le film Lucky Luke, qui est une abomination incroyable cinématographiquement, et avec Bryce the Nice où j'ai justement trouvé que là, le gros problème, c'était alors le film en lui-même, mais pour l'acteur, qu'il avait beaucoup de mal pour moi à l'époque à jouer avec les nuances entre comédie, tragédie, entre guillemets, bien sûr, tout est relatif avec ce film. Mais je dois bien reconnaître que moi j'ai toujours bien aimé Dujardin dans la vieille série avec Alexandra Lamy, un gars, une fille où justement là il poussait le curseur de la comédie à fond et c'était assez simple à la base comme rôle peut-être, mais ça fonctionnait parfaitement pour lui et j'ai découvert cette année donc OSS 117 qui là m'a fait penser à Ace Ventura de Jim Carrey, donc c'est dire, et ça m'a forcément bien plu, et le jeu d'acteur pour moi là était au rendez-vous. Et en découvrant donc le film Le Dain, eh bien j'ai compris que oui, Dujardin était en fait un grand acteur. Et bon, alors on va peut-être parler aussi du film en ce moment sur lequel il y a l'affiche, à savoir J'accuse. Un film que j'ai trouvé très mauvais en soi, mais où l'acteur se défend bien dans un cataclysme cinématographique, donc c'est aussi à souligner. Et ce qui est incroyable, quand finalement vous n'avez pas vu un film au cinéma, parce qu'il était sorti je crois en juin cette année, J'étais assez occupé pour réviser mon bac, tout comme d'ailleurs le Cinoche de Banzai, ce qui ne l'a pas empêché lui aussi de rattraper le film et de faire une superbe critique dessus à laquelle je vous renvoie. et que vous n'avez vu aucune bande-annonce, aucune affiche, c'est que voilà, on vous conseille un film et vous le regardez sans rien savoir du tout. Je savais juste qu'il y avait Dujardin pardon, qui était dedans, mais à part ça, aucune information, donc aucun préavis possible, c'est ça qui est magnifique. Et ce film, c'est un petit bijou, on n'est pas loin du chef-d'œuvre. Je vous expliquerai pourquoi on n'en est pas encore à ce stade, mais c'est déjà un sacré film auquel j'ai décidé de mettre 9 sur 10 sur Sens Critique, un 19 sur 20, parce qu'on est proche de la perfection. Honnêtement, ça m'a fait hyper plaisir. Déjà le film, alors peut-être des spoilers éventuels, mais je vais faire attention, quand même. Je préviendrai. La musique déjà de Joe Dassin pour commencer, donc qui te fait plaisir, parce que moi, eh bien j'aime bien la musique assez, pas ancienne, parce que Joe Dassin quand même, ça date pas tant que ça, mais bon, voilà, je suis pas trop dans l'ambiance rock, enfin si rock beaucoup, mais dans l'ambiance rap, qui pour moi n'est pas vraiment de la chanson, de la musique, enfin bon bref, je suis dans vraiment, moi encore, comme pour le cinéma français avec De Funès, je suis encore dans les années 70-80. Voilà, le cadre est posé. Donc ça m'a fait plaisir, je me suis dit, ah, ce film est là pour les nostalgiques. Je tiens juste à préciser que je n'emploie pas ce terme de nostalgique par rapport au chanteur Joe Dassin en vain et de manière complètement aléatoire, puisque je tiens à rappeler qu'il nous a quittés en 1980 à l'âge de 41 ans et qu'il pourrait encore aujourd'hui chanter pour nous si on y pensait. Donc pour moi, cette chanson et cette musique habitent le film très symboliquement en plus. Il va jouer avec le temps. Et c'est ça, il arrive à manier le temps de manière extraordinaire. Parce que ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est que alors le personnage, donc j'allais dire de Joe Dassin, mais non, de Jean Dujardin, eh bien, a sa petite voiture, donc on comprend évidemment qu'on est dans notre époque contemporaine, ça c'est clair, dans l'époque actuelle, dans notre société. Mais dès lors que le personnage entre, et c'est le cas à chaque fois quasiment, dès qu'il entre quelque part, donc dans une infrastructure, dans une maison, dans un hôtel, dans un bar, et bien là, tu as l'impression que ton horloge temporelle explose complètement. Tu ne sais plus à quelle époque tu te situes. L'histoire pourrait se dérouler entre le 17e, 18e et 21e siècle que tu ne verrais même pas la différence. Et c'est ça qui est incroyable. C'est un parallèle entre finalement le monde extérieur, le monde de plein air et le monde intérieur pour évidemment, selon moi, matérialiser ou en tout cas concrétiser la folie finalement du personnage principal, ou en tout cas son ambiguïté sous toutes ses formes. Et c'est ça déjà qui m'a impressionné. Parce qu'on arrive avec de simples décors, de simples paysages,
à te montrer la psychologie et te la prouver même la psychologie d'un personnage que tu as du mal à cerner parce que tu n'as aucune information sur son background. Et ça, j'achète. Haha. Ensuite, la musique. Alors la musique qui peut-être ne retient pas assez l'attention, je pense, qui n'est peut-être pas à la hauteur du film, mais une petite influence lors des moments de suspense, vous voyez, comme ça, tang, où ça m'a rappelé la musique d'un film où il y a encore de Funès dedans, je suis désolé, le film Joe. Voilà, donc si vous ne le connaissez pas d'ailleurs ce film, regardez-le, c'est peut-être le meilleur film avec Louis de Funès. Et pourtant, tout le monde le déteste ou ne le connaît pas. Donc, c'est cool. Alors bien sûr, quand je dis que la musique n'est pas au niveau, je ne mentionne pas évidemment la chanson avec Joe Dassin, mais tout ce qui ensuite nous est proposé dans un film au format assez court qui nous rabâche un peu la même musique, mais qui manque un peu d'identité, comme je vous l'expliquais, qui ressemble à beaucoup de musique qu'on a déjà entendues dans d'autres films français, mais qui a du mal à vraiment, malgré le fait qu'on la martèle plusieurs fois, à pénétrer, je trouve, le magnifique message et la portée du film. Mais c'est pas très grave. Pour moi, la musique ne peut jamais pénaliser un film. Elle ne peut que nous permettre de l'apprécier davantage. Elle ne peut qu'embellir un film, pour moi, la musique. Sauf si, évidemment, elle est très mauvaise. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, ici. Mais passons. J'ai également trouvé que Jean Dujardin avait la voix d'Alexandre Astier. Mais c'est incroyable dans ce film. À un moment, je me suis dit, où est-ce que j'ai entendu cette voix, bon sang, c'est pas possible. Mais oui, c'est ça. Mais il y a vraiment une correspondance auditive entre les deux. Et vous vous rendez compte que moi qui suis un grand fan de Kaamelott et qui attend d'ailleurs le film qui sortira l'année prochaine avec impatience, comparé Dujardin que je n'appréciais pas trop avant 2019 à Alexandre Astier qui est pour moi une référence, voire la référence peut-être du cinéma français ou en tout cas de la télévision française parce que la série Kaamelott passe souvent à la téloche et que je trouve qu'Astier n'est pas assez au cinéma, c'est quand même qu'on est là face à un acteur extraordinaire et maintenant oui j'ai complètement retourné ma veste mais je l'avoue, voilà. Ensuite, ce qui m'a vraiment fait marrer, je l'avoue, c'est quand un personnage féminin, alors spoiler, attention, offre à Jean Dujardin un pantalon en daim, évidemment. Et là, je me suis dit, ça va être marrant, parce que le personnage, à mon avis, de Jean Dujardin va complètement péter les plombs, il va se ruer sur ce pantalon, il va le déchiqueter, parce qu'il va se dire, oh, eh bien, ça entre en opposition totale avec mon manteau qui doit être le seul et l'unique manteau que je possède. Et là, je me suis dit, c'est bien parce qu'il va avoir une réaction complètement bizarre et en décalage total avec ce que le personnage féminin, donc qui est elle est très gentille, donc cette fille, qui lui propose cela. Mais ça n'a pas eu lieu, donc là, je me suis dit, alors pas déception, mais je me suis dit, bon, il réagit plutôt normalement. Mais quand tu comprends et que tu vois la suite du film où là il part un peu en cacahuète sans trop préciser jusqu'où il va, mais c'est quand même, c'est assez jouissif, hein, il faut le dire, et c'est vraiment hyper bien trouvé je trouve, parce que ça ne parodie pas non plus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget dans ce film, mais on n'est pas là à te faire une parodie grotesque d'un film, peut-être pas d'horreur, mais d'épouvante, un peu à la Gremlins. Non, là, on prend pour moi le genre d'horreur quand même, on peut le dire, à cœur, et on devient totalement sérieux. Là où le film, c'est vrai qu'il est quand même assez marrant par moments, surtout en première partie, mais il arrive, là, je trouve que la transition est vraiment... elle passe un peu comme une lettre à la poste, donc c'est ça que j'ai envie de souligner, et c'est pour ça que je complimente encore une fois ce film. Le personnage donc de Jean Dujardin, excellent, vraiment, il n'est pas du tout manichéen, il est hyper complexe, mais il est complexe, mais tu n'es pas en train de te dire à chaque fois je ne comprends rien de ce qu'il fait, je ne comprends pas où il veut en venir, je ne comprends pas sa finalité, je ne comprends pas son but. Tu n'es pas en train de te demander ce qu'il veut faire, parce que ce qu'il a envie, enfin son désir, son rêve est complètement farfelu, et c'est ça qui est génial, mais c'est pas qu'il est crédible, mais dans sa tête si. Même s'il a des moments de doute. Moi qui ai découvert ce film juste après le Joker, je ne peux que tisser un lien entre ces deux films. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que le Dain ou le Joker a pompé sur l'autre, bien sûr que non. Mais on peut quand même trouver des similitudes, notamment dans cette idée que le Joker a un rêve totalement impossible, à savoir avoir une reconnaissance internationale presque, qui semble complètement impossible par rapport à son handicap,
qui ne lui permettrait donc pas d'atteindre cet objectif ultime, et de son côté, Dujardin essaye de faire en sorte que son manteau soit le seul sur Terre. Ça semble complètement improbable comme idéal, mais on le comprend, on l'assimile et on s'identifie à ces personnages malgré leur folie des grandeurs. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est son rapport, moi, au matérialisme. Il fait très attention, on va dire, à son manteau, en daim évidemment, très soigneux, très méticuleux, voilà, un peu même un peu trop extrême peut-être avec son manteau, ça c'est clair, mais il se débarrasse aussi de son téléphone portable comme si c'était une crotte. J'ai bien aimé moi ce parallèle et ce jeu finalement, parce que ce qui compte le plus à ses yeux, c'est bien son manteau en daim. Voilà. Et en plus, on peut rajouter donc à cette bizarrerie du personnage le fait qu'au début, on a l'impression qu'il est en train de jeter toutes ses économies pour avoir enfin ce manteau de daim, en daim, pardon. Et donc il s'y est préparé, parce qu'au début du film, on voit qu'il jette son manteau original qu'il n'a pas l'air d'aimer du tout, qu'il le déteste, même qu'il répugne, parce qu'il le jette au plus profond de la chasse d'eau. Excusez mon vocabulaire primitif, je ne voulais pas dire chasse d'eau, mais plutôt cuvette des toilettes. Voilà, voilà. Voilà, donc il s'y prépare, il s'y était préparé et il anticipe même tellement il est pressé. Et après tu vois que tout, donc le personnage, voilà, donc on voit qu'il y a un certain investissement par rapport à ce manteau. Alors moi je me suis dit ouais ok, bon, si le personnage est riche, je sais pas que je m'en fiche, mais j'ai envie de voir Dujardin dans une situation un peu compliquée dans ce film. Et c'est ce qui arrive, parce qu'après il demande de l'argent sans cesse. Et c'est ça qui est bluffant, parce qu'en plus le personnage n'arrête pas de balancer des bobards gros comme des immeubles. Je sais pas vraiment l'expression, je suis désolé, ni la belle formule poétique, mais vous m'avez compris. Et il y croit lui-même à son délire. Et là où j'ai eu peur, c'est qu'à un moment, j'ai noté sur mon téléphone, parce que des fois, je note un petit peu de certaines réactions que j'ai par rapport au film, et j'ai noté un moment, problème avec le personnage féminin, qui est un peu gauche, un peu bête. Alors je me suis pas dit que le film était sexiste ou je ne sais quoi, mais je me suis dit c'est dommage que le personnage manque d'approfondissement à ce point-là, parce que elle se fait un peu berner comme une nouille. Mais au final, on comprend par la suite qu'elle avait tout compris, et la scène finale est assez explicite de ce côté-là, où tu peux retourner le film et le revoir une deuxième fois. Donc défaut évacué. Alors, attention spoiler, voilà mon interprétation de la fin du film. Elle va davantage venir pour le personnage féminin, dont j'ai oublié le nom, j'en suis désolé, mais vous voyez de qui je parle. Oui, je parle de retournement de situation, dans le sens où je suis quand même persuadé, moi, qu'elle avait l'intention et qu'elle avait décidé de tout manigancer pour piéger Dujardin et récupérer le manteau de daim. Alors peut-être la symbolique pour continuer le film seul, mais en tout cas, voilà, il fallait en passer par là, il fallait en passer par le malheur de Dujardin pour revêtir le daim et revêtir donc un film qu'elle était la seule à légitimement pouvoir prétendre. Et on peut même supposer, puisque la fin est assez ouverte, qu'elle va elle-même devenir par la suite possédée par le manteau, puisque c'est un peu pour moi ça l'idée, et que finalement, eh bien, cette situation pourrait s'appliquer à de multiples personnages, et que l'humanité à terme pourrait même être sacrément menacée, là où on aurait pu penser que le film eh bien, avait une échelle d'impact assez locale. Peut-être que les impacts et les conséquences pourraient être bien plus tragiques qu'ils n'y paraissent. Vous l'avez compris, la fin du film Le Daim peut permettre en effet, et permet forcément, de remettre en question pas mal de situations avec ce personnage féminin, qui d'ailleurs, quand on y repense, quand elle offre le pantalon en daim au faux réalisateur qu'est Dujardin, c'était peut-être justement pour obtenir de lui une décadence bien plus rapide, ce qui va d'ailleurs un peu arriver, et pour le pousser davantage dans la folie qu'elle avait perçue, afin d'elle-même, par la suite, pouvoir le remplacer en quelque sorte. Pour ça, c'est génial. Et aussi une mise en abîme qui est très très bien gérée, je trouve, là où on en a eu d'autres avec la famosa Invasione des Orls San Sicile de Matteo Lorenzo Matteotti, encore l'oublié, et aussi donc Convoi exceptionnel de Bertrand Blier, qui en proposait également, mais là c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus concentré et compact. Et donc c'est le passage où c'est ça qui est génial, c'est que la fille comprend que le manteau est le personnage central presque. Donc j'étais très content de voir ce film, je vous conseille de le voir ou de le revoir, et même les deux, pourquoi pas, hein, soyons fous. Le cinéma français qui, là, m'impressionne, parce que j'étais un peu défaitiste au début de l'année, mais là c'est en train de s'envoler avec le film Hors Norme aussi qu'on a eu, qui sont pour l'instant mes deux coups de cœur français de l'année. Ciao.
et à la prochaine. Bon allez, maintenant que j'ai dit plein de bêtises, oui, allô? Oui, Jean Dujardin, oui, c'est moi. Oui, mais tu sais bien que j'ai détesté ton film. Oui, oui, mais maintenant tu m'envoies mon chèque. Comment ça? Oui, mais j'ai fait ça contre nature, hein. Tu m'envoies en récompense un manteau en daim? J'ai vraiment été le dindon de la farce.